Au sommaire de cette édition, la commémoration ce 11 novembre de l'armistice qui mit fin à la Première Guerre mondiale en 1918. Ici en Guinée, la journée a été consacrée au recueillement sur les tombes des soldats français et guinéens. Et puis, l'on vous parlera de l'appui à la réforme des 3 cycles de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Le sujet était récemment au centre d'une réflexion à Kindia. Enfin, nous irons à Horira à la découverte d'un champ de plantes médicinales cultivé par un pharmacien guinéen. Dr Ansouman Touré tire de cette plantation des produits thérapeutiques grâce à des essences de citronnelle et de gingembre par exemple. C'est tout pour le sommaire. Bonsoir à tous. Bienvenue dans ce journal qu'on entame par ce message départ du président de la République, professeur Alpha Condé, à son Excellence M. Joao Lourenço, président de la République d'Angola, Luanda. Excellence, Monsieur le Président et chers frères, à l'occasion de la célébration de cette journée du 11 novembre 2018, marquant la fête nationale de votre pays, la République d'Angola, permettez-moi au nom du peuple et du gouvernement guinéen de vous adresser mes sincères félicitations. La commémoration de cette historique date est une opportunité pour moi de rappeler les liens historiques d'amitié et de solidarité forgés entre nos deux peuples et nos deux pays dans leur dur combat contre le colonialisme. C'est pourquoi nous devrions sans relâche travailler la main dans la main pour renforcer davantage ces liens. C'est le lieu pour moi, Monsieur le Président et chers frères, de rendre un vibrant hommage aux braves filles et fils du pays qui ont consenti tant de sacrifices pour la liberté, l'indépendance, la souveraineté et l'unité de l'Angola. En vous transmettant mes vœux de bonheur, de prospérité et de pleine réussite dans votre lourde et exaltante fonction, je vous prie de recevoir, Excellence, Monsieur le Président, l'expression de ma haute et fraternelle considération. Conakry, le 11 novembre 2018, signé professeur Alpha Condé, président de la République de Guinée. 11 novembre 1918, 11 novembre 2018, il y a 100 ans que prenait fin la Première Guerre mondiale à travers la signature de l'armistice, dont la commémoration a d'ailleurs fait l'objet d'une cérémonie ce 11 novembre à Paris. Parmi les invités du président Emmanuel Macron, le chef de l'État, professeur Alpha Condé. Sanassi Keita, compte rendu. C'est une journée de commémoration historique que Paris a vécue ce 11 novembre 2018 ici, sous l'Arc de Triomphe. Le centenaire de l'armistice de 1918, la fin des combats de la Première Guerre mondiale 1914-1918. C'était la victoire des Alliés sur l'Allemagne. Plus de 72 chefs de délégation venus des 4 coins du monde ont rehaussé de leur présence ce centenaire de l'armistice de 1918. Au palais de l'Élysée, sur invitation du président de la République française, Emmanuel Macron, ces délégations sont massivement venues pour prendre part à ces déjeuners d'État. Une manière pour elles d'échanger davantage sur plusieurs sujets importants, notamment la paix. La paix, un sujet qui était également au menu des discussions ici à Paris. Chefs d'État et de gouvernement ainsi que plusieurs autres personnalités ont répondu massivement à ces rendez-vous de Paris sur la paix. Dans leurs interventions, ces personnalités ont longuement expliqué les conséquences de la guerre tout en appelant l'ensemble des populations du monde à œuvrer pour cultiver l'amour de la paix, le vecteur essentiel du développement. Comme plusieurs autres pays, la Guinée aussi a commémoré ce 11 novembre la date de l'armistice qui mit fin à la Première Guerre mondiale en 1918 au programme recueillement et hommage aux soldats français et africains morts au combat pendant ce conflit qui s'est soldé par la victoire de la France sur l'Allemagne nazie. La cérémonie a été rehaussée de la présence du ministre de la Défense nationale. Reportage sergent-chef Lamine Sana Camara, correspondant de la presse militaire. Il y a 100 ans, jour pour jour, les belligérants mettaient fin à la Première Guerre mondiale à travers la signature de l'armistice le 11 novembre 1918. Chaque année, la France et ses alliés vainqueurs de cette conflagration mondiale commémorent cette date historique.
Au cimetière de Boulbiné, elle rend hommage à ses dignes fils et ceux de l'Afrique qui ont œuvré pour que cette victoire soit effective. Moment de prière et de recueillement. Beaucoup de respect pour tous ceux qui sont venus, y compris venus de loin, d'Afrique, d'Amérique et du Pacifique, pour défendre une patrie qu'ils ne connaissaient pas forcément. Et en tout cas, un hommage donc à tous ceux qui sont tombés, un hommage aussi à ceux qui continuent de tomber pour défendre notre patrie. Et puis, je crois, un message aussi de vigilance pour faire en sorte que un tel conflit, une telle horreur, une telle barbarie ne se reproduise plus. Ce conflit mondial avait endeuillé plusieurs familles. Sur les 18 millions de victimes, on dénombre 8 millions de civils. L'Afrique et la Guinée ont pleinement joué leur rôle dans cette guerre. C'est pourquoi le ministre d'État chargé des affaires présidentielles, ministre de la Défense nationale, rend un hommage mérité à tous ces soldats tombés au champ d'honneur. C'est un jour de souvenir et de mémoire. De tous les pays, que ce soit la France, l'Afrique ou l'Amérique, nous rendons hommage à tout le monde. Nous sommes venus pour rendre hommage à ces combattants-là, pour dire qu'on n'oublie pas leur souffrance pendant cette guerre terrible. Et qu'il faut cultiver la paix, parce que rien ne vaut la paix. On n'oublie pas les soldats guinéens qui sont tombés sur le centre d'honneur dans les opérations de maintien de la paix. A rappeler que c'est le 28 juin 1919 à Versailles que le traité de paix qui met réellement fin à l'état de guerre a été signé. Insertion socio-professionnelle des jeunes dans le secteur agricole, un projet piloté par le gouvernement et ses partenaires met un accent particulier sur la formation. 50 jeunes des 7 régions du pays, plus la zone spéciale de Conakry viennent d'être formés pour faciliter leur insertion dans le monde agricole. Ousmane Bangoura. La promotion de l'emploi jeune devient de plus en plus une préoccupation pour le gouvernement Kassori. Pour faire face à cette problématique, une formation vient d'être initiée en Guinée. Il s'agit d'élaborer un répertoire des métiers dans le secteur agricole. Cette première phase a mobilisé 50 jeunes. Ils sont venus de cette région administrative du pays, plus la zone spéciale de Conakry. Aujourd'hui, moi, je suis prête et déterminée à aller dans les confins les plus reculés de ce pays, à recueillir les informations, les ramener dans la bonne implantation et le bon déroulement de l'agrobusiness dans notre pays. Ce projet d'appui sur la réalisation d'un répertoire opérationnel est initié en vue de créer une croissance économique inclusive qui aura pour conséquence directe l'amélioration des conditions de vie des populations. Les consultants qui travaillent sur le projet vont aider notre pays, va aider l'AGIP à fournir à travers la primature, à aider à avoir un dictionnaire de métiers dans le secteur agricole. L'idée, c'est de maîtriser toutes les activités liées à l'agriculture et à l'agrobusiness et voir comment étendre ceci sur d'autres secteurs. Ce programme a été mis en place pour permettre la formation des enquêteurs agricoles qui vont aller dans de nombreuses régions du pays pour interroger les associations, les unions et autres entreprises agricoles afin de connaître exactement quels sont les métiers qui sont exercés dans l'agrobusiness, mais aussi de connaître tous les maillons de la chaîne, quel est l'existant déjà, qu'est-ce qui se pratique et ensuite quelles sont les améliorations qu'on peut apporter. C'est une formation destinée aux jeunes. Des jeunes qui auront la charge de faire la description des tâches en vue de réaliser facilement l'agrobusiness en Guinée. La formation est rendue possible grâce à l'accompagnement de la BAD et du BIT. Dans la lettre de politique générale de son Excellence le Premier ministre, il avait bien voulu mettre l'accent sur l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes et sur la promotion de l'emploi. Et à l'issue de ce lancement, le BIT et la BAD nous ont permis d'avoir des consultants qui ont travaillé ensemble pour pouvoir élaborer des documents. Et cette formation leur permettra de pouvoir savoir comment décrire les postes et au finish, comment élaborer un dictionnaire des postes, mais axé tout simplement sur l'agrobusiness.
Ces travaux ont débouché sur des résultats qui devraient permettre aux participants de faciliter leur insertion sociale et professionnelle dans le secteur agricole afin de lutter contre le chômage. Le CNPG engage un processus de planification stratégique en son sein. Pour réussir le travail, un consultant est recruté à la suite d'une rencontre qui a regroupé les membres du CNPG, les représentants du Bureau international du travail et les organisations patronales de l'Afrique de l'Ouest. Fatoumata Batouli Diallo, Algassi Moubar. Le Conseil national du patronat de Guinée innove et se dote d'un plan d'évolution quinquennale. Plus de pilotage à vue avec l'aide du Bureau international du travail. Un consultant est recruté pour faciliter une réflexion stratégique assortie d'un plan stratégique pour les 5 prochaines années. Le CNPG a décidé de faire une revue de tous les organes et statuts qui le régissent pour lui permettre d'être plus performant. Dans ce cadre, le CNP a fait appel à des spécialistes, mais surtout a sollicité l'appui d'une éminente spécialiste du BIT, Bureau international du travail, pour permettre au CNP de jouer une réelle partition dans cet échiquier guinéen. Cet atelier d'exercice de planification va permettre aux membres du CNP de Guinée de disposer des orientations nécessaires afin de rendre la structure opérationnelle et d'être à mesure d'influencer le programme affectant le secteur privé. Pour y arriver, des résultats sont attendus. Le Conseil national du patronat guinéen a 2 principaux partenaires. C'est d'abord l'État et ensuite les associations d'employés, donc qui puissent, par des plaidoyers, avec ces différents partenaires, sécuriser les emplois, rendre prioritaire l'emploi des entreprises guinéennes en Guinée, que le secteur privé guinéen est le vrai porteur de croissance. Le consultant recruté s'est entretenu avec les principaux partenaires au développement qui appuient le secteur privé guinéen. Appui à la réforme des 3 cycles de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Le sujet était au centre d'une réflexion à Kindia. La commission interministérielle et les groupes thématiques se sont entretenus sur la révision des textes réglementaires pour l'autonomisation des instituts d'enseignement supérieur et professionnel. Fatima Diallo. Ce document d'une 50aine de pages est le couronnement de plusieurs mois de travaux. Il contient les procédures de gestion administrative, financière et de contrôle des institutions de formation supérieure et professionnelle. La validation de ce manuel va permettre une meilleure autonomisation des institutions d'enseignement supérieur. La commission interministérielle et les groupes thématiques s'attellent à l'analyse des textes déjà produits par les groupes thématiques depuis janvier 2018 pour leur validation. Ce travail se tient dans le cadre de l'exécution de la composante 3 du projet BOSEJ, booster les compétences pour l'employabilité des jeunes. Le projet booster les compétences pour l'employabilité des jeunes a ces 3 composantes. Et la première composante concerne la formation initiale des jeunes. Et la seconde composante concerne effectivement les diplômés qui sortent dans les universités. Comment faire en sorte que nous puissions renforcer leur capacité à trouver beaucoup plus facilement de l'emploi, ou en tout cas trouver l'emploi décent. La troisième composante, effectivement, c'est ce qui concerne le cadre institutionnel, c'est-à-dire l'appui aux encadreurs qui accompagnent ces jeunes. Au niveau de l'enseignement supérieur, nous attendons un texte amendé, donc l'arrêté relatif aux études de 2e et 3e cycle va être amendé, car il vous souviendra que cet arrêté date des années 2006-2007 et nous avons fait une première évaluation de notre LMD à mi-parcours et c'est ce qui nous a amené à solliciter de l'aide auprès du BOSEJ pour la révision de cet arrêté et l'adapter aux conditions actuelles tout en corrigeant les erreurs constatées
dans le déroulement. Cette rencontre d'échange conjointe de la commission interministérielle et des groupes thématiques relatifs à la révision des textes réglementaires contribue à la réforme de l'enseignement supérieur engagée par le ministère de tutelle. Elle bénéficie de l'appui technique et financier du BOSEJ. L'enseignement supérieur est un domaine très vaste qui est reparti en 3 cycles. Donc tous ces cycles sont régis par des textes. Les textes fondateurs de ce cycle méritent de bénéficier d'un toilettage parce qu'ils sont élaborés depuis longtemps. Donc compte tenu des réformes que nous avons engagées au niveau du ministère de l'enseignement supérieur, avec l'appui du projet Booster les compétences, nous avons pris l'initiative de toiletter les textes pour les mettre à jour. Pendant 3 jours, cette commission mise en place va passer le contenu du document au peigne fin avant de le finaliser le 4e jour. Ce, en prenant en compte toutes les recommandations de la commission interministérielle. Dans le même registre à Kankan, l'université Julius Nyerere multiplie les initiatives pour une véritable révolution numérique sur son campus. Des coopérations sont entretenues avec des universités et des ONG pour rendre effectif l'usage du numérique dans les activités pédagogiques et de recherche scientifique. Ansouman Toumani Kamara. Dans les établissements supérieurs, les pratiques pédagogiques dominées par la massification de l'enseignement doivent céder à la numérisation. Une révolution pédagogique que l'université Julius Nyerere de Kankan prépare depuis plus de 5 ans. De 2012 à ce jour, 72 enseignants ont été formés à la pédagogie numérique. Parmi eux, une vingtaine certifiés. Cette coopération a démarré avec une convention entre l'Université de Lorraine, l'Université de Kankan et les enfants de l'Aïr qui assurent toute la logistique de notre venue ici en Guinée. Et cette convention s'est terminée l'année dernière, mais elle a été poursuivie par un avenant pour 3 ans. Et la réunion de ce matin avait comme objectif de voir quel allait être le programme des différentes missions que nous allons mener. Tant dans la poursuite de la sensibilisation et de la formation des enseignants à l'usage du numérique, mais également la méthodologie de la recherche, l'exploitation des données et tout ce qui fait qu'une université, c'est pas seulement l'enseignement, mais c'est aussi la recherche. Sur la toile, des cours complets de ces enseignants formés sont accessibles partout dans le monde. Une innovation pédagogique qui conforte l'université de Kankan dans ses efforts de qualification de l'enseignement supérieur. L'objectif cette année, c'est de poursuivre le même programme, mais d'orienter désormais non pas seulement vers la pédagogie, mais également la recherche scientifique, l'initiation des jeunes enseignants-chercheurs au logiciel de traitement de données quantitatives et qualitatives. L'usage du numérique dans la formation des étudiants et de leurs encadreurs, l'université Julius Nyerere de Kankan mise aussi sur la redynamisation des axes de coopération interuniversitaire et institutionnelle. Architecture à présent, le milieu se féminise. En tout cas, dans les universités, la filière est très convoitée par la gente féminine avec une ambition, celle d'impressionner le monde architectural. Entourées d'amis, les femmes veulent bannir les constructions anarchiques dans la capitale. Fatoumata Diarayba est étudiante en 3e année à l'Université internationale Collège unique de Conakry. Elle vient de faire des expositions d'œuvres architecturales devant des spécialistes. Mounir Bari, Saint-Martin, Francina Dounou. Ils sont étudiants en architecture à l'Université internationale Collège unique. Ils partagent la même préoccupation, la lutte contre l'anarchie dans leur secteur. Fatoumata Diarayba est consciente des nombreux défis qui interpellent la corporation, notamment dans le domaine de la construction, de l'urbanisme et de l'habitat en Guinée. Aujourd'hui, cette étudiante en licence 3 présente son projet de recherche devant plusieurs participants. Je suis très émue d'avoir présenté ce projet parce qu'au début ça a été un vrai défi pour moi. Et à travers cette prestation, je me rends compte que tout est possible. Quand on est architecte, on peut aller loin, on peut rêver et surtout on peut réaliser ses rêves. Aujourd'hui, c'est un métier qui a d'avenir dans notre pays parce que quand on voit l'état physique, la morphologie de notre ville, on sent que vraiment on a besoin d'une main d'un architecte pour pouvoir redonner une histoire, une identité à cette architecture guinéenne.
guinéenne. Galvanisé par la qualité du travail de recherche abattu par ses étudiants-chercheurs, Lansana Condé, architecte et chef du département architecture, entend mettre son expertise au service de la formation des architectes afin de booster leurs compétences. Dans les conditions normales, avant d'entreprendre un projet, il faut toujours voir un architecte. L'architecte, lui, à son tour, voit le site et puis fait les préliminaires avant la conception. Donc il fait la conception, il passe faire voir ça au patron, ce qu'on appelle l'APS. Après l'APS, on fait un APD avant projet détaillé. Et là maintenant, il appelle son ingénieur qui va vraiment bien calculer le projet, c'est-à-dire la structure, faire le devis, faire le plan de ferraillage. Et c'est ça le gros problème, c'est ce que nos constructeurs ne font pas en Guinée. Nous venons de voir ce que les étudiants ont fait comme travail. Je pense que c'est un département à féliciter. Bon, je ne suis pas un spécialiste de l'architecture, mais ce que j'ai vu, ça m'a séduit. Voir des étudiants en 3 ans de formation qui sont capables d'aller dans des terrains, dans des différents endroits de la République et nous faire des propositions de ce genre, c'est vraiment un honneur pour nous. La Guinée est un pays en chantier, surtout dans le domaine de la construction. Les autorités du secteur annoncent plusieurs réformes pour réglementer l'occupation des sols et qualifier les prestations des techniciens. C'est pourquoi les spécialistes du domaine mettent au centre de leurs préoccupations la formation et l'intégration des architectes dans les projets de construction. Dans l'actualité également, c'est dans la ville carrefour de Mamou que la société d'exploitation des eaux de Guinée est allée tenir sa session budgétaire 2019. Les cadres des 25 centres de l'intérieur du pays et la zone spéciale de Conakry ont fait le bilan de l'exercice 2018 avant de définir les perspectives pour 2019 en matière de production et de distribution de l'eau potable en Guinée. Mamadou Patebali. 6 mois après la tenue de l'actualisation du budget 2018 de la SEG, les cadres et techniciens de la Société d'exploitation des eaux de Guinée se retrouvent de nouveau à Mamou. Il s'agit cette fois-ci d'échanger sur l'enquête budgétaire 2019. La démarche vise à définir les meilleures stratégies pour assurer la continuité du secteur, mais surtout améliorer la desserte en eau potable pour la population. La capacité de production pour la ville de Zérékoré aujourd'hui est à 145 mètres cubes, alors que c'était prévu 280 mètres cubes. Mais avec la vétusté de nos installations, c'est les 145 mètres cubes par jour et par heure là que nous donnons à la population de Zérékoré. Et malgré tout, nous cherchons pour ne pas que nos installations en souffrent. Nos installations aujourd'hui sont vétustes. Mais avec l'apport de la direction générale, nous nous battons par tous les moyens pour que la population puisse avoir de l'eau. Des objectifs ont été fixés et un plan d'action a été élaboré. Et chaque chef de centre a participé pour l'élaboration de ce plan d'action. Des moyens seront mis à la disposition de nos collaborateurs, voir dans quelle mesure on peut améliorer la desserte pour les populations des villes de l'intérieur. En 2018, le taux de réalisation des objectifs de la production est estimé à 79% par rapport à l'objectif actualisé. Pour 2019, ce chiffre est revu à la hausse à travers les plans d'action élaborés pour couvrir les principaux indicateurs de performance et les besoins des consommateurs en eau potable. Nous comptons mener vraiment tout effort sur l'amélioration des indicateurs de gestion. Ça veut dire la réparation régulière des fuites sur le terrain pour ne pas que l'eau qui est produite là puisse être gaspillée sur le terrain. Donc l'accent va être mis sur ça courant 2019. L'accent va être mis sur la facturation vraiment des clients sur le terrain. Parce que vous ne savez sans savoir qu'il y a des consommateurs clandestins sur le terrain. L'une des visions, l'un des grands soucis du chef de l'État, le président professeur Alpha Condé, c'est de faire en sorte qu'il y ait une desserte réelle et efficace pour tout l'ensemble des populations de Guinée. Des difficultés liées au non-respect des plannings de facturation, la vétusté des installations et le manque d'investissement sont les principaux facteurs qui empêchent l'atteinte des objectifs. Malgré ces difficultés, la direction générale promet de soutenir les compétences en vue de couvrir l'ensemble du pays en matière de production et de distribution de l'eau potable.
Et puis à noter que la Société des eaux de Guinée doit prendre part en Espagne au salon Iwata, une rencontre de haut niveau qui se prépare activement ici en Guinée. L'ambassadeur d'Espagne a reçu hier les participants guinéens pour les dernières mises au point. Au dire du diplomate espagnol, cette rencontre prévue du 13 au 15 novembre va permettre aux investisseurs espagnols de s'intéresser à l'une des priorités du chef de l'État, professeur Alpha Condé, qui est le secteur de l'eau en Guinée. Des lunettes pharmaceutiques pour près de 300 patients souffrant d'anomalies visuelles. C'est un geste humanitaire de la Fondation Prosmi en partenariat avec la Fondation Coca-Cola. La remise s'est déroulée au CMC de Ratoma. Maurice Sidibi. Au centre médico-communal Les Flamboyants, près de 300 paires de lunettes pharmaceutiques sont offertes aux patients portant des anomalies visuelles. Cette action humanitaire de la Fondation Prosmi de la Première Dame de la République, en partenariat avec la Fondation Coca-Cola, vise à améliorer les capacités visuelles de ces patients. Je suis content d'être là aujourd'hui pour gagner une lunette. J'ai félicité les fondations de Première Dame et les sociétés Bonagui. Donc j'ai félicité les dieux qui vont nous sauver. Toutes les pathologies aux yeux ne sont pas forcément opérables. Il y en a qui ont juste besoin de verres correcteurs, de lunettes de protection, pour que ces personnes-là aussi ne soient pas mises en retrait, que ces personnes soient également prises en charge. C'est ce qui a fait que cette fondation était venue avec un certain nombre de paires de lunettes qui ont été distribuées, mais la demande étant beaucoup plus importante que ce qu'ils avaient à offrir, les autres qui n'en ont pas bénéficié se sont vus répertoriés pour eux aussi à leur tour bénéficier de ces paires de lunettes. Lors de la dernière opération de la cataracte, plus de 500 patients guinéens portant des anomalies visuelles ont été opérés par des spécialistes de la Fondation Baraker au cours de leur mission à Conakry. Donc c'est pour ça qu'il était naturel de s'associer avec cette fondation qui a une très grande réputation et d'associer aussi d'autres partenaires qui vont nous soutenir dans ces opérations. Et comme vous l'avez dit justement, plus de 500 personnes ont été opérées, soignées et ont retrouvé la vie et repris une vie normale, une grande activité économique, mais aussi plus de 1000 personnes ont été consultées pendant ces opérations et nous avons eu à cœur cette année d'apporter une autre fondation, la Rota de la Luz, pour aussi redonner la vue à travers des corrections des lunettes. Au mois d'avril 2019, les médecins de la Fondation Baraker d'Espagne seront de retour à Conakry pour offrir des soins aux patients guinéens souffrant aussi des pathologies visuelles. Je vous amène à présent à Horira, dans la préfecture de Dubreka, pour vous faire découvrir une plantation spécifique. Il s'agit d'un champ de plantes médicinales cultivé par un pharmacien guinéen. Dr Ansouman Touré, c'est son nom. Il tire de cette plantation des produits thérapeutiques grâce à des essences de citronnelle et de gingembre, par exemple, qui rentrent dans la production galénique qu'il fait. Adia Toubari et Mohamed Mpati Kamara y ont passé une journée. Suivez leur grand format. C'est un champ à perte de vue et surtout spécifique. Sur cette superficie de 4 hectares de terre cultivable pousse une diversité de plantes médicinales. Le gingembre, le fagara et 3 espèces de citronnelle ou encore le sembopogon sont cultivés. Un type de plantation de nos jours rare en Guinée. Il est développé et entretenu par ce pharmacien, Dr Ansoumani Touré. Chez nous ici, nous avons sur ce périmètre ces 3 espèces. Nous avons commencé la culture en 2005 avec le Sembopogon nardus. C'est la variété qui est la plus connue chez nous ici, qui est la plus répandue. La culture des plantes aromatiques répond à des exigences culturelles strictes pour donner des produits pharmaceutiques souhaités. Le traitement du sol et l'approvisionnement régulier en eau sont essentiels. À maturité, la récolte de ces plantes naturelles se fait à des heures précises dans l'objectif de garder intacts tous les éléments thérapeutiques. Et ces belles fleurs-là contiennent des produits pharmaceutiques précieux. Cette essence-là a des propriétés repulsives sur les moustiques. Donc quelque part on dit morte la bête, mort le venin, puisque c'est le moustique qui pique, qui donne le palu. Quand vous mettez une goutte d'essence de citronnelle dans votre tasse de thé, ça vous donne d'abord un confort naturel.
Dans la plantation, un hangar d'extraction à 3 compartiments est aménagé. Le système d'extraction d'huile essentielle est le début de la transformation des feuilles de citronnelle récoltées. Un processus lent et minutieux qui nécessite une grande concentration. Voilà, ça c'est lui. La quantité d'essence obtenue est conduite dans ce laboratoire pour le conditionnement. Le beurre de karité, il est ramené du marché, il est traité, adapté à nos besoins, et il y a une formule que nous avons. Selon cette formule, le beurre de karité et l'essence vont être mélangés pour produire le karité à la citronne, qui sera étiqueté et mis à la vente. Donc on a dit les différentes propriétés, la chute des cheveux, repousser les moustiques en applique sur le corps, antiseptique de la peau, les pellicules, les tanins. Le concentré de gingembre, le karité à la citronnelle, le sirop de fagara, bref, une vingtaine de produits galéniques à base de plantes naturelles sortent de ce laboratoire. Des produits pharmaceutiques made in Guinée destinés à la prise en charge de pathologies comme la drépanocytose et les infections pulmonaires. Nous avons aussi le dissotis. Et les dissotis qui sortent souvent très énervants parce que nous sommes dans un pays où il y a souvent des infections pulmonaires. Les malades, ils viennent qui font souvent la toux, qui utilisent souvent ce produit, ils voient l'efficacité, ils viennent eux-mêmes sans ordonnance, ils viennent demander. Et donc nous la livrons. Même les feuilles là, moi je connais. Chez nous, on appelle le plein nid. Même nos parents, quand ils tombent malades, ils enlèvent la tise là, ils font la tise. Il y a quelque chose au milieu, dès qu'ils mangent ça, ça diminue la toux. C'est très très bon, hein? C'est un bon produit. De la recherche scientifique à la fabrication des produits galéniques, la Guinée regorge d'experts de taille. Et ce pharmacien est un modèle de réussite. Seul bémol, l'écoulement des produits pharmaceutiques locaux avec les difficultés d'accès au marché d'État. En attendant, l'ambition de Dr Touré est de poursuivre la production de médicaments à base de plantes naturelles avec la construction sur fonds propres de ce laboratoire moderne. De présumés faussaires viennent de tomber dans les filets des services spéciaux de lutte contre la drogue et le crime organisé. Ils sont accusés d'avoir reproduit d'importants billets de banque. Ces présumés délinquants économiques ont été arrêtés ici même à Conakry. Plus de détails avec Alphaïsia Gaba et Abdul Karim Kamara. Pour s'assurer que ce faux billet de 10 000 francs passe souvent pour de vrai, cet agent de sécurité va l'utiliser pour racheter de l'eau minérale. Avec le billet, il a réussi son coup. Pire, il a même droit à la monnaie aux grandes dames de cette vendeuse peu vigilante. Le faux billet est tiré de ce lot estimé à 4 millions de francs guinéens. De l'argent sale fabriqué par ces présumés faussaires. Un réseau démantelé par les services du colonel Kegoro. Avec ses différents produits chimiques et ses photocopieuses, ils parviennent à reproduire des billets de banque presque identiques aux vrais. La lutte a commencé par la mise en place d'une enquête. Et le fait le plus marquant, un homme est venu un jour ici avec un lot de 20 millions de ce genre de billets qu'il a reçu un grand commerçant. Il est venu nous alerter que au milieu des billets circulants aujourd'hui se trouvent des fausses monnaies. L'enquête, après 2 mois d'intense activité, nous avons pu localiser l'une des personnes chargées de la distribution, de l'échange de ces fausses monnaies. La différence, c'est très facile de faire la différence, mais le problème, c'est le volume, c'est une question de volume. Si vous prenez un billet de banque contrefait, il suffit seulement de regarder le fil de sécurité. C'est ça le fil de sécurité. Vous essayez de regarder le fil de sécurité, généralement il ne brille pas. Un bon billet, un billet authentique, son fil de sécurité, ça brille. En plus, quand vous regardez à contre-jour, comme ça, vous trouverez que le fil il est continu. Sur les faux, vous regardez, vous pouvez faire l'expérience, vous verrez, il y a des vides à l'intérieur, parce que le fil de sécurité est incorporé dans le billet. Mais quand ils font la photocopie, le fil de sécurité, ils ne peuvent pas photocopier la partie qui est dans le billet. Ce qui fait que quand vous regardez à la lumière du jour, le fil il est discontinu, il n'est pas continu. En plus, quand vous touchez le billet, il n'est pas tactile. La main glisse dessus très facilement.
la tactilité est très... En fait, c'est pratiquement nul. La main, dès que vous touchez seulement, la main glisse dessus. Depuis plus de 6 mois, ces présumés faussaires basés au quartier Lansanaya Barrage pratiquent cette sale besogne en toute impunité. Pour séduire leur cible, ils proposent 1 million de faux billets à toute personne qui leur donne en échange 100 000 francs de vrais billets de banque. Cela pour gagner du terrain. C'est pas moi qui fabrique, mais c'est chez moi que toutes les opérations sont effectuées. C'est pourquoi je détiens tous ces produits. Juste vous demander de préparer, de sensibiliser davantage les populations à veiller, parce que vous voyez, si aussi les gens sont encouragés à faire à fausser, c'est parce que aussi ça passe. Alors si les gens prêtent attention, comme le technicien de la Banque centrale venait de le dire, c'est vraiment possible qu'on réduise. Sinon, vous voyez, déjà, ils vendent, ils prennent 2 millions, ils échangent pour 4 millions. Donc c'est du 100%. Et je suis sûr que même moins que ça, ils peuvent le faire. Dans cette affaire qualifiée de faux et usage de faux, les présumés faussaires ont affirmé avoir mené de multiples deals avec de nombreux commerçants. Sur ce, les autorités appellent à la vigilance. En attendant, ces présumés délinquants économiques sont mis à la disposition de la justice pour des fins d'enquête. On en vient à présent à la rubrique Guinée en bref. Ce soir, l'on vous parle de Mamadou Paté Bari, ingénieur télécom qui vient de publier un ouvrage intitulé « La Sotelgui de la coopération sud-sud au portefeuille de l'État 1993-2013 » et de l'orphelinat Robert Sarah de Koya qui vient de bénéficier d'un nouveau bâtiment pour les enfants. Younoussa Tawel Kamara signe cette compilation. Suivez. La Sotelgui de la coopération sud-sud au portefeuille de l'État 1993-2013. C'est une œuvre de Mamadou Paté Bari, ingénieur télécom en service au département de la communication. Cet ouvrage de 145 pages décrit les différentes étapes qu'a connues la Guinéenne de téléphonie. Je me suis dit, ça vaut la peine de montrer comment cette société a progressé, comment elle a fait ses performances, comment le déclin l'a rattrapé dans l'environnement de la concurrence. Étant entendu que ça peut susciter des réflexions, servir d'inspiration aussi bien dans les projets qui ambitionnent la collaboration sud-sud que dans les investissements publics-privés. C'est la renaissance des textiles guinéens dans ce quartier de la haute banlieue de Conakry. Avec des colorants chimiques, ces femmes du carrefour canadien de Lambaye apprennent toutes les techniques d'impression moderne de teinture. Aïssatou Diallo est diplômée en communication. Sans emploi, ce travail est devenu son occupation principale. Pour la couleur orange foncé là, nous mettons 11 cuillerées de la couleur orange, plus une cuillerée de la couleur rouge, plus 3 sachets de powder, on peut aussi dire le sel, plus 12 cuillerées de soude caustique, mélangé avec de l'eau chaude 5 litres pour donner la couleur orange foncé. L'orphelinat Robert Sarah de Koya bénéficie d'un bâtiment flambant neuf. Le coût de réalisation de cette infrastructure est estimé à plus de 800 millions de francs guinéens. L'édifice est entièrement financé par un opérateur économique du pays. Le geste vise à appuyer les encadreurs de ce centre dans leurs efforts d'éducation de ces tout petits privés de la chaleur parentale. Les enfants sont nombreux, mais il n'y avait pas où les faire coucher. J'étais obligée de prendre le peu. Et vous verrez désormais, peut-être vous serez obligé d'augmenter encore un autre bâtiment et de faire la clôture pour sécuriser les enfants. Voici vos enfants. Je ne peux rien sans vous. Vous avez commencé. Que le Seigneur vous aide à continuer. En Guinée, la promotion de la paix et la quiétude sociale reste une priorité majeure pour bon nombre de citoyens.
Dans le but de jouir sa partition dans ce sens, l'Association guinéenne pour la promotion de la culture de l'assistance humanitaire organise cette lecture du Saint-Coran ici à la mosquée de Mafanko. Dieu a créé le Coran pour répandre la paix sur le monde. Si nous avons pris l'initiative de faire la lecture du Coran aujourd'hui, c'est pour la paix, la tranquillité et que tous les Guinéens y gagnent. Soussou, Malinké, Peul, Thomas, Guerzé, c'est-à-dire tout le monde confondu en un seul, que nous gagnons tous. La promotion de la paix est aussi une ambition de l'association des jeunes de Morlaye-Touréa et du littoral. À Taouya, une journée de prêche est organisée pour le bonheur du pays. Les efforts sont conjugués dans ce sens pour sensibiliser les citoyens sur le bien fondé de préserver la paix et la cohésion sociale dans le pays. Cette initiative a été prise sur la base du constat de l'agitation généralisée qui s'empare de notre pays. Depuis ces derniers temps, il faut le noter avec insistance, nous assistons à une agitation généralisée de toutes les couches sociopolitiques du pays. Et donc, cela étant, notre jeunesse, dans l'élan d'une prise de conscience patriotique, ne saurait rester à la marge sans prendre la responsabilité d'interpeller la conscience collective autour de ce qui est nécessaire pour tout un chacun, pour ne pas dire indispensable. Et cette chose qui est indispensable pour le bonheur de tous les Guinéens, je pense bien que ça reste et demeure la paix. Qui seront les meilleurs promoteurs de Start-up 2018, le concours lancé par Total Guinée? On ne le sait pas encore, mais pour cette deuxième édition, l'entreprise promet un accompagnement de 52 millions de francs guinéens aux meilleurs projets sur Internet. L'annonce vient d'être faite par les responsables de Total Guinée. C'était au cours d'un point de presse. Reportage Bernard Tondino. Promouvoir l'entrepreneuriat dans le numérique, c'est l'objectif que se fixe le groupe Total Guinée. L'entreprise lance la deuxième édition du concours du Challenge Start-Upper de l'année. Un concours qui vise à récompenser des jeunes entrepreneurs locaux, créateurs de projets innovants ayant un impact socio-économique. Aujourd'hui, nous savons que les éléments bloquants pour les jeunes, en fait, au niveau de la création d'entreprises, sont, si on met de côté la réglementation, la plupart du temps le financement et l'accompagnement. Et justement, c'est à travers ces deux dernières problématiques que Total, notamment en Afrique, souhaite intervenir en essayant de primer 3 projets qui sont distingués par des critères assez précis. Au cours de cette conférence de presse, Total Guinée affiche sa détermination à encourager la créativité des jeunes étudiants dans le numérique. Cette deuxième édition du concours est parrainée par le ministre de l'Enseignement supérieur qui voit en l'initiative un outil de promotion de l'excellence. Nous voulons que nos jeunes qui ont du talent, parce que j'en ai rencontré beaucoup, ils ont vraiment du talent, il faut les encourager, il faut créer l'environnement que vous créez aujourd'hui, parce que si on ne crée pas l'environnement, c'est difficile d'exprimer son talent et donc créer aussi des entreprises. Donc c'est une très bonne chose que Total a commencé à créer cet environnement, et comme je le disais tantôt, en espérant que d'autres entreprises de la place le fassent également. Les inscriptions pour le concours sont ouvertes en ligne ce 9 novembre. Les promoteurs de start-up ont jusqu'au 13 novembre pour postuler et espérer figurer parmi les meilleures entreprises numériques de l'année. Voilà qui met fin à ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Demain, vous serez avec Adel Camara Koné. Quant à moi, je vous dis à bientôt.